Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et ça commence à faire un moment qu'on n'est pas allé faire un tour du côté du Japon dans Cinéma Interdit, vous ne trouvez pas? Surtout que ma liste de films nippons dont j'aimerais parler dans cette émission ne cesse jamais de grandir. Il est grand temps d'agir. Et pour notre film du jour, nous allons plonger à corps perdu dans le mauvais goût le plus absolu. Et croyez-moi, c'est un euphémisme. Amis de la poésie, des fleurs, des bonnes odeurs et des jolies choses, allez bien vous faire car aujourd'hui, on va parler de zombies, de parasites, de gore, de suicides, de proutes et même de caca. Un cocktail pour le moins prometteur. Bref, c'est parti pour Zombie Ass Toilet of the Dead. Générique. Zombie Ass Toilet of the Dead, que je renommerai tout simplement Zombie Ass pour la suite de cette vidéo, est un film sorti en 2011 et réalisé par le célèbre Noboru Higuchi, l'un des piliers du label Sushi Typhoon. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce qu'est la Sushi Typhoon, voyons. Bon, rassure-toi, je suis bon prince, je t'explique très rapidement. La Sushi Typhoon était un label de production proposé par le géant du cinéma japonais Nikkatsu et géré par le producteur Yoshinori Shiba, secondé par des personnalités assez connues comme Takashi Miike ou le désormais tristement célèbre Sono Sion. Le but était de reprendre le concept des productions japonaises originales du producteur et distributeur américain Media Blaster, qui avait cartonné avec des œuvres comme Tokyo Gore Police ou Machine Girl de Noboru Higuchi, le réalisateur de Zombie Ass. Yoshinori Shiba, qui travaillait avec le boss de Media Blaster pour la Nikkatsu, décida que les droits de ce genre d'œuvre devaient rester japonais, car il y avait du fric à se faire. Et il lui a tout simplement, en quelque sorte, volé le concept. C'est ainsi que naquit la Sushi Typhoon. L'idée était simple, proposer du divertissement gore, over the top et fun, et aussi souvent pseudo-érotique, en utilisant des clichés de la culture japonaise pour à la fois faire marrer le public local et une audience plus internationale qui connaissait un vrai gain d'intérêt pour tout ce qui venait du Japon dans les années 2000. Et si le début fut plutôt un succès grâce à l'imagination débordante et au talent de créateurs comme Yoshihiro Nishimura ou encore Noboru Higuchi, un rythme trop effréné et des tons et styles trop redondants finirent par très rapidement lasser le public, à tel point que, alors qu'il fut lancé en 2010 avec Alien vs Ninja, il mit la clé sous la porte en 2011 avec Deadball. Ironiquement, le label Sushi Typhoon était un petit peu devenu négatif aux yeux du public, qui allait de moins en moins voir les films portant cette étiquette de peur de retomber encore sur une formule similaire. Ce qui n'était pas totalement faux en soi. La Nikkatsu a donc décidé de stopper les frais et Zombie Ass, un film initialement prévu pour sortir sous la bannière de Sushi Typhoon, fut diffusé comme un simple film Nikkatsu. Alors qu'en Occident, il est très souvent considéré à tort comme un film Sushi Typhoon officiel, car c'est évident qu'elle en a tout l'esprit. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, aujourd'hui, le Sushi Typhoon est devenu un genre à part entière. Et il est même possible que je sois en train de travailler sur un livre sur ce sujet-là. Restez branchés. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez rencontrer le réalisateur Noboru Higuchi, c'est possible puisqu'il sera l'invité d'honneur de la 2e édition bruxelloise de mon festival Cinéma Interdit qui se déroulera du 5 au 7 septembre prochain au Cinéma Aventure. Nous y diffuserons de Machine Girl, Cannibal Girl, Tale of Bliss and Heresy et même Hypertrophy au Genital Girl, un film softcore aux petits oignons. Et en plus, nous y proposerons une masterclass du réalisateur à ne louper sous aucun prétexte. Vous trouverez le lien de la billetterie dans la description si ça vous intéresse. Mais pour l'heure, revenons à Zombie Ass. La proposition du film était pleine de promesses. Nous y suivons un groupe de jeunes gens hauts en couleur, dont notre héroïne Megumi, qui vont camper dans les bois. Mais sur place, ils vont tomber sur des zombies contrôlés par des vers solitaires extraterrestres, appelés les vers Necroano. Ma main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Nos personnages vont donc devoir essayer de survivre aux zombies, tout en évitant de se faire infecter par les vers, sous peine de se transformer eux aussi. Et comment savoir si vous êtes infecté par un ver nécroanal? Rassurez-vous, rien de plus simple.
Une personne infectée commence à ressentir des crampes d'estomac extrêmement puissantes et se met à lâcher des pets monstrueux et, bien souvent, nauséabonds. Donc il y a pas mal de moments dans le film qui tournent autour des proutes, qui nous sont visuellement montrés via de la fumée verdâtre, qui peut se révéler mortelle dans certaines scènes, et surtout sont accompagnés de bruitages fort efficaces, puisque terriblement évocateurs. Le doute n'est pas permis. Nos personnages pètent. Et nous allons parfois plus loin dans le mauvais goût. Nous avons une scène désormais culte de toilette durant laquelle le canon du groupe, qui a volontairement ingéré un verre dans l'espoir de maigrir et d'avoir un corps encore plus parfait, est prise de terribles coliques. Et de la toilette turque s'échappera alors un zombie couvert de caca qu'il n'hésitera d'ailleurs pas à balancer sur nos personnages de façon très grossière. À côté de ça, nous avons le docteur Tanaka, interprété par Kentaro Shimatsu, qui jouait déjà le chef Yakuza dans Machine Girl, un scientifique responsable de l'expansion des vers Necro-Anno et donc de la destruction du village le plus proche et de la transformation de ses habitants en zombies. Il utilise les vers pour garder sa fille malade en meilleure santé possible et va voir dans notre groupe de personnages les cobayes parfaits pour conserver et faire grandir ses précieux vers. Ça fait déjà beaucoup d'éléments intéressants et pourtant on est loin d'avoir fini. Comme souvent avec les films type Sushi Typhoon, Zombie Ass propose un concept ridicule et grotesque sur le papier et allie donc comédie régressive, action divertissante et effets spéciaux en tout genre, ce qui donne un cocktail très particulier qui ne peut pas plaire à tout le monde. Beaucoup de spectateurs ont été outrés par cet humour pétomane et pipi-caca très enfantin qui dès lors fait office de barrière pour une grande partie de l'audience et transforme le film en simple objet de curiosité, une nouvelle bizarrerie venue tout droit du Japon. Et bien sûr, c'est ce que c'est en partie. Un film bizarre, fou à bien des égards, qui propose des blagues de prout et humilie ses comédiens en les mettant en scène dans des situations ridicules et plutôt indécentes. Et en tant que métrage vulgaire, inconventionnel et débile, il remplit fort bien son office. Aux yeux des spectateurs attirés par l'étrange, le potache, l'irrévérencieux, ça suffit déjà à faire de Zombie Ass une œuvre réussie. Là où pour bien d'autres, c'est un innommable navet. Je me doute bien que vous savez déjà de quel côté je me situe. Mais en plus, Zombie Ass est plus ingénieux et mieux écrit qu'il n'y paraît aux premiers abords. Une autre caractéristique que partagent la majorité des films estampillés Sushi Typhoon est le regard critique et acerbe qu'il porte sur le Japon, en particulier en ce qui concerne les réalisations d'Iguchi et de Nishimura. Dans Machine Girl par exemple, malgré un ton humoristique très prononcé et un récit peu avare en éléments débiles, on nous proposait un regard sur le hijime, le harcèlement juvénile au Japon, une thématique toujours très prise au sérieux, et sur la façon dont les figures d'autorité le laissaient faire, voire en étaient indirectement responsables, ce qui rejoignait la critique d'un Japon toujours trop tourné vers son passé glorieux et ses anciennes traditions, au détriment de ces nouvelles générations qu'il sacrifiait sans s'en rendre compte. Et bien dans Zombie Ass, nous retrouvons le hijime puisque notre héroïne Megumi est traumatisée par le suicide de sa sœur, forcée de faire des choses humiliantes par ses camarades, comme péter ou bouffer des insectes, ce qu'elle refusait de faire. Tiens, péter et ingurgiter des bestioles dégueulasses, ça me rappelle quelque chose. Pour autant, si le film parle d'Hijime, ce n'est pas pour servir le même discours que Machine Girl, mais cela rejoint un peu plus celui de Monster Girl Squad, qu'Iguchi co-réalise également, puisque Zombie Ass nous parle surtout d'assimilation et de normes sociales. Ici, la sœur de Megumi se fait harceler parce qu'on l'estime différente, dans un pays comme le Japon, où les normes sont très fortes et où tout ce qui sort de la masse peut être mal perçu, pointé du doigt, voire considéré comme une nuisance. Et donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, péter en public est ici une façon de sortir de la norme, puisque ce n'est pas vraiment toléré. Essaye un peu, pète dans les transports, au travail, au resto. Bon, on risque de te regarder bizarrement. Ne teste pas vraiment, tu peux prendre ce que je dis pour acquis, en tout cas en ce qui concerne le fait de péter en public. Et lorsque Megumi tente de venir en aide à sa sœur et que ses harceleuses lui proposent de prendre sa place et de lâcher des caisses pour elle, sa sœur refuse, en lui disant que elle, jolie et populaire, doit rester pure, et donc ne pas se laisser aller à de telles impolitesses, et elle se sacrifie en lâchant une caisse sonore et malodorante avant de se donner la mort honteuse. Mais cette scène ne prend véritablement son sens qu'à la fin du film, lorsque Megumi, pour vaincre le méchant final, et qui a des crampes d'estomac depuis un moment à cause des vers Necro-Anno, décide enfin accepter sa différence et se laisse aller à péter allègrement, ce qui lui permet de voler et de vaincre son adversaire. En assumant être un petit peu différente de ce qu'on estime être la norme acceptable, Megumi triomphe de l'adversité. Comme quoi, ce n'est pas si mal d'être différent.
Mais quel rôle viennent jouer les parasites dans cette histoire alors? Eh bien, c'est très simple. Le parasite représente justement l'assimilation sociale, si forte au Japon, mais présente un peu partout dans le monde au sein de nos sociétés modernes. Ici, le docteur Tanaka, représentant de l'autorité, fait grandir le ver à l'intérieur de ses victimes et les transforme en zombies. Le message est assez clair. L'assimilation sociale japonaise à outrance, avec ses codes et ses normes étouffants, transforme ses citoyens en pantins, en zombies lobotomisés. Et par exemple, le personnage de Maki, la bombe qui ne pense qu'à maigrir pour avoir un corps encore plus parfait et correspondre encore plus à une norme imposée par la société, ingère d'elle-même ce fameux ver dans le but d'approcher de cet idéal régi par la norme. Là où la sœur de Megumi, lorsqu'elle était harcelée, refusait d'avaler les insectes que des représentants fiers de la norme japonaise, qui la conspuaient parce qu'elle en ressortait trop, tentaient de lui faire bouffer de force. Ce n'est donc pas pour rien si les personnages de notre petit groupe sont tous des marginaux à leur façon. Megumi, lycéenne traumatisée par la mort de sa petite sœur qui maîtrise le karaté, le drogué qui drague toutes les meufs, le geek moche mal coiffé et asocial, la meuf qui ne pense qu'à son physique et à rien d'autre, que des marginaux un peu clichés, que notre antagoniste va tenter de changer en zombie, et donc d'assimiler. Et comme le système est irrépressible, eh bien il va plus ou moins y arriver pendant tout le film. Et ironiquement, nos personnages sont pointés du doigt quand ils pètent, car oui, à chaque fois, on se fout bien de leur gueule. Car il faut qu'on les humilie quand ils sortent de la norme, retenez bien ça. Quand nos zombies, eux, peuvent être couverts de merde au point de la balancer aux autres. Les assimilés ne se rendent même pas compte de la poutre qu'ils ont dans leurs yeux et pointent du doigt la paille dans ceux de nos marginaux. Pas mal celle-là. Pour achever de vous convaincre, sachez que Higuchi n'est pas un novice dans l'art pétomane. Puisque dans la majorité de ses films, nous avons droit à des scènes de prout, de toilettes et même de crampes d'estomac en tout genre. Cannibal Girl, Hypertrophy Genital Girl, Tale of Bliss and Heresy, ou même ce zombie ass, et bien d'autres encore. Et la plupart du temps, ces scènes sont là pour symboliser un rejet social, une différence par rapport à la norme. Mais surtout, à chaque fois, Higuchi parvient à utiliser ces scènes de façon totalement différente. Au-delà du kink bizarre ou de l'humour de maternelle, il y a une vraie maîtrise là-dessous. Et j'ai hâte de l'interroger à ce sujet durant la masterclass que nous organiserons à Cinéma Interdit. Rejoins-nous! Mais là où on frôle le génie, c'est quand l'allégorie utilisée par le film finit par atteindre le film lui-même. Les proutes, c'est mal vu en société, mais aussi et peut-être encore plus au cinéma. Quand bon nombre de spectateurs, gênés par cet humour un peu trop régressif, considèrent le film comme une immense merde, un truc pourri, en grande partie à cause de cet attrait pour l'épais. Ce qui arrive à ces personnages arrive dès lors au film, pointé du doigt parce qu'il est différent et propose quelque chose qu'on juge inadéquat. Alors certes, c'est de très mauvais goût, mais c'est le but et c'est assumé. Et comme dans tous ces films, Higuchi utilise un élément qui appartient au ridicule, au conspué, voire même à l'inutilisable en film, et en fait un pilier de son œuvre, aux multiples lectures possibles et à l'importance capitale pour son récit. C'est loin d'être juste un ressort comique. Je pense que c'est un génie et je suis très sérieux. Mais en dehors de ce discours ou cette utilisation ingénieuse d'épais, le film nous offre des scènes gore intéressantes aux effets spéciaux de qualité variable. Tantôt sublimés par des effets pratiques incroyables, tantôt gâchés par des CGI à peine au-dessus de la qualité Asylum, mais toujours dans l'exagération et débordant d'imagination. Le gore est ici une vraie source de fun. L'humour du film, toujours très pipi-caca comme vous l'aurez probablement saisi, atteint des sommets dans ses dialogues avec des punchlines qu'on n'oserait même pas rêver d'avoir dans South Park, ainsi que dans sa façon de détourner des codes de l'animation japonaise, dans les mouvements de caméra, les zooms ou les scènes d'action. D'ailleurs, Higuchi arrive à parfaitement compenser le manque de qualité martiale de ses actrices ainsi que son budget très faible grâce à des mouvements de caméra ingénieux et des effets de montage hyper dynamiques. Certes, ce n'est pas du Tsui Arc, mais c'est du bon Higuchi. Ça bouge, ça saute dans tous les sens et on ne se prive pas d'une scène surréaliste ou deux pour mon plus grand plaisir. Et puis, nous avons ce final incroyable, avec ce monstre extraterrestre complètement fou, sorte de version kaiju des créatures de Evil Dead, entièrement en effet pratique, qui va affronter Megumi en s'alliant avec la fille de Tanaka, créant ensemble l'un des antagonistes les plus cool de toute la Sushi Typhoon, ou en tout cas, clairement dans le top 3. C'est d'ailleurs l'occasion pour dire que Higuchi est très fan de cinéma de genre occidental et que ça se ressent dans tous ses films, mais peut-être encore plus ici. Zombie Ass est une relecture de Evil Dead, le groupe de jeunes qui prend des vacances au fond des bois, la cabane, la possession contagieuse et une héroïne qui bastonne sévère. Mais nous y retrouvons en plus des références évidentes à Alien ou Cannibal Holocaust, de quoi encore plus ravir les fans. Alors, est-ce que tout est parfait dans Zombie Ass ?
Évidemment que non, et personne ne vous l'affirmera, à commencer par Higuchi lui-même. Comme toutes les productions de type Sushi Typhoon, le manque de temps et de budget ne correspond pas à l'ambition débordante du projet, mais pour autant le film se débrouille très bien. On regrettera certains effets spéciaux, comme dit plus tôt, une photographie qui fait très vie cinéma un peu fauchée par moments, ainsi qu'un ton et une structure un peu trop similaires à celle des autres prods du même genre. Car oui, les films Sushi Typhoon proposent finalement un peu tous le même spectacle, à peu de choses près, et la structure narrative ne varie que très peu d'un métrage à l'autre. Les scènes finales avec un combat contre le grand méchant, qui est d'ailleurs un trope classique du tokusatsu, et les productions Sushi Typhoon sont avant tout des tokusatsu. La surutilisation de clichés japonais, ou bien sûr l'éléphant au milieu du couloir, des éléments pseudo-érotiques jamais totalement assumés, et qui sortent souvent un petit peu de nulle part. Noboru Higuchi a la bonne idée de transformer ces scènes en grosses blagues, lui qui vient à la base de l'adulte vidéo et a donc une grande expérience du softcore et de l'érotisme facile, mais pour autant, on souffle parfois. Autant les scènes de nudité liées aux fesses, aux parasites et aux proutes font partie de la blague et sont justifiées par le ton du film, et permettent en plus quelques clins d'œil à l'animation hentai qui raviront petits et grands. Autant la sexualisation constante de Megumi est liée au cliché du fantasme de la lycéenne japonaise que la Sushi Typhoon exploite pour plaire au marché américain et au marché local qui aime beaucoup ça aussi, autant la scène de la douche entre Aya et Megumi, c'était vraiment dispensable et ça sort un petit peu de nulle part. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les scènes de nudité ou contre l'érotisme, au contraire, j'adore ça. Mais ici, on ne va jamais assez loin pour proposer du véritable érotisme. Et en plus, on ne fait pas grand-chose avec ces scènes de nudité. Elles sont proposées pour remplir un cahier des charges imposé, tout en allant pas trop loin pour ne pas se manger une interdiction ou de la censure à l'étranger. Et ça n'a pourtant pas raté, le film a été interdit aux moins de 18 ans dans plusieurs pays, à commencer par l'Allemagne. Mais aux États-Unis, tout va bien. Mais attends, la scène de nudité dans la douche en fait, ne serait-ce pas une scène pour parler d'homosexualité et donc de marginalité? Serait-ce en ça que le personnage de Aya, dont je n'ai toujours pas parlé, serait en fait une marginale? Serait-elle une lesbienne refoulée? Peut-être que cette scène de nudité ne serait pas totalement gratuite, elle non plus. Ce serait fou ça quand même. Malgré l'obligation assumée de proposer de la nudité et du gore, les productions Sushi Typhoon restent l'un des seuls exemples récents de totale liberté laissée aux réalisateurs pour proposer du genre, de la part d'une grosse firme comme la Nikatsu. Et ça se ressent. Higuchi a pu faire ce qu'il voulait, dire ce qu'il voulait et nous proposer un divertissement comme seul lui en a le secret. Car ne vous y trompez pas, Zombie Ass Toilet of the Dead est un véritable film d'auteur. Nous y retrouvons toutes les thématiques chères à Higuchi, ses obsessions, ses tropes les plus marquants et toute l'essence de son cinéma, sa vision du divertissement cinématographique. Et je pense honnêtement que c'est une grande comédie horrifique autant qu'un film de fou furieux que vous devriez voir avec ouverture d'esprit et une curiosité assumée. En tout cas, sur cette chaîne, personne ne vous jugera et on vous encourage grandement à faire comme Megumi et à sortir de ces normes ennuyeuses à mourir. Vive la Sushi Typhoon, vive Noboru Higuchi et vive les proutes. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cinéma Interdit, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas que vous pourrez rencontrer Noboru Higuchi en personne durant la deuxième édition bruxelloise de Cinéma Interdit qui se tiendra du 5 au 7 septembre prochain au Cinéma Aventure et que vous trouverez le lien de la billetterie en description. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.